Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence partenaire de Virtual Livre. Donc première conférence avec les éditions de la Caravelle. Donc nous sommes en présence de Amélie Carmon, éditrice C'est ça. des éditions de la Caravelle, et également Teddy Roche et Chris Auguste. Est-ce que chacun vous voulez faire une petite présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Éventuellement, je vais présenter rapidement les éditions de la Caravelle en quelques mots, puis je laisserai effectivement Teddy et Chris se présenter pour qu'on dise un petit peu qui on est. Très bien. Donc du coup, Juste avant. Ah c'est bon, Damien c'est mute. Non c'est bon. Je vais demander à Damien de ok, se mute, mais c'est bon. ok, super. Euh, donc du coup, donc les éditions de la Caravelle, donc c'est une maison d'édition à compte d'éditeur, donc qui a été créée fin 2017 dans le Doubs, et donc du coup, voilà que j'ai personnellement créée. Et Teddy a été le premier auteur publié à la maison d'édition et Chris a été Chris Auguste pardon a suivi dans l'année 2018. Donc du coup, Teddy, tu commences, tu te présentes un petit peu? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai donc été le premier auteur publié par la maison, par les éditions de la Caravelle, et je suis l'auteur d'une saga qui continue à être publiée au rythme d'un tome par an. Une saga qui mêle la science-fiction, qui mêle plutôt la dystopie et le post-apocalyptique. La saga s'appelle Néomonde. C'est une saga qui sera en 5 tomes. Et voilà pour moi. Je pense que c'est déjà, on va dire, le gros. Le gros, voilà. Et donc pour toi, Chris, je te laisse te présenter. Alors, moi, j'ai été publiée par les éditions de la Caravelle, mais avant d'être publiée par eux, j'avais été publiée par une autre maison d'édition. C'était en mai 2017, sauf que la maison a fermé, donc le roman a été repris par les éditions de la Caravelle et est maintenant publié et donc vendu par la maison d'édition. C'est un roman contemporain, euh, plutôt pour les jeunes adultes. Voilà, donc basé sur l'amitié. Très bien. Voilà. Une première question que j'aimerais vous poser parce que du coup, rappelons le sujet de cette première conférence, donc la petite édition, comment ça marche. Donc vous êtes venu surtout pour parler de votre expérience. C'est Euh, ça. J'aimerais poser déjà une première question. Tu as répondu en partie, mais comment l'aventure, les éditions de la Caravelle a débuté? Alors, les éditions de la Caravelle, je dirais que c'est parti d'une passion du monde du livre que j'ai depuis très longtemps. Euh, Après avoir travaillé pendant un peu plus d'1 an dans une petite maison d'édition en tant que freelance, donc je les aidais au niveau de la com, mais aussi de certaines publications. C'était les éditions de la Reine, donc qui ont également, enfin, qui ont fermé depuis. Euh, je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas monter ma maison d'édition, me servir de mon expérience en tant qu'auteur, mais aussi de ce que j'ai pu apprendre à leur côté pour me lancer dans l'aventure. Et donc, suite à ça, j'ai décidé donc de monter une campagne de financement participatif pour créer les éditions de la Caravelle. Donc, campagne qui a bien marché, pendant laquelle j'ai été accompagnée donc, de Teddy, justement, qui a été un petit peu, je dirais, le crash test de la maison d'édition. C'est ça. Un petit peu. Voilà, et Teddy, qui était un ami d'enfance et dont je connaissais Né au monde. J'avais déjà lu une première fois le premier tome. Et je me suis dit, pourquoi pas l'embarquer avec moi dans cette aventure et en faire le premier roman de la Caravelle. Lui, un petit peu fou, m'a suivi dans le projet et accepté. Et donc, du coup, voilà, j'ai lancé la campagne de financement participatif. On a réussi à récolter quand même 4 500 € environ pour lancer la maison d'édition. Et voilà, j'ai créé la maison d'édition à partir de ça. D'accord. Et est-ce que dès le moment où vous avez créé cette maison d'édition, il y avait une ligne éditoriale spécifique que vous aviez en tête? Alors, dès le début, en fait, j'ai créé 6 collections. La collection Corset qui va regrouper tout ce qui est romance, ou en tout cas qui tourne autour de la romance. La collection Orion qui regroupe tout ce qui est science-fiction, dystopie, post-apo. Voilà, ouais. On schématise un petit peu les genres hein, pour que ça rentre dans les collections, mais on peut être plus ouvert aussi que ça.
Tout ce qui la collection Sablier qui va regrouper, les romans contemporains, donc par exemple, IRL de Chris Auguste ou, l'historique. Ensuite, on va avoir la collection DAG qui va regrouper tout ce qui est policier, thriller, roman noir. La collection Calypso qui est une collection qui regroupe les romans fantastiques et Arc, la fantasy. Et puis, alors, on accepte les soumissions hors collection pour pouvoir aussi élargir petit à petit notre champ de publication. Une collection jeunesse est envisagée dans le futur. Pour le moment, voilà, c'est pas forcément la préoccupation principale, mais voilà, c'est envisageable par la suite. Après, honnêtement, quand voilà, on a 6 collections, on n'a pas de ligne éditoriale vraiment fixe, enfin, on n'a pas de niche, pour la simple et bonne raison que j'aime travailler avec tous les genres, quasiment, et je me voyais pas me brimer en fait à un seul genre ou une seule niche particulière. Donc voilà, j'ai voulu ouvrir en fait à tous les types de romans. Et vu que je fonctionne au coup de cœur de mon côté, mais aussi du comité de lecture, voilà, c'est comme ça aussi que j'ai monté les collections. D'accord. Suite à ce début avec cette campagne de financement participatif et du coup les livres de Teddy, comment la maison d'édition elle a évolué ensuite? Eh ben, d'une toute petite maison d'édition avec 2 auteurs un petit peu, donc parce que j'étais moi-même auteur, hein. J'ai également mon roman On dit auteur ou qui était autrice? Parce passé. que c'est... Alors, Ah, c'est un ça débat. dépend. Ah, Voilà, c'est tout un débat. Personnellement, j'ai du mal avec le terme autrice. Enfin, c'est la terminaison, pour moi, n'est pas jolie, mais c'est personnel. Mais je me considère comme auteur avec un E. d'accord, Voilà, oui, c'est bien ce que les je deux, pensais. voilà, les deux marchent. Donc, je prends le féminin d'auteur, mais sans ouais, la terminaison qui, moi, personnellement, me déplaît. Après, D'accord. voilà. Mais donc, ouais, du coup, on était juste deux auteurs publiés à la base. Maintenant, on est 10, Mm. dont 6 auteurs de romans, que ce soit en one-shot ou en saga, et 4 qui ont publié des nouvelles. Voilà. D'accord. Après, on espère petit à petit agrandir un petit peu la famille de la Caravelle. On sent que petit à petit, on gagne un peu plus en visibilité, on a un peu plus de soumissions, on a un peu plus de réactions aussi sur les réseaux sociaux, de demandes d'informations. On a une communauté qui commence à être quand même relativement réactive, plus qu'avant. On sent que les gens se mobilisent assez autour de nous. On est plutôt satisfait de l'évolution. Voilà. Après, voilà, on a aussi forcément des projets à venir, notamment la mise en place des formats audio qui sont censés, dont j'avais parlé dès le début. J'ai pas eu les moyens techniques pour le moment de mettre ça en place, mais c'est en cours pour cette année, début d'année prochaine maximum. Donc voilà, et la mise en place de recueils de recueils de nouvelles en fait au profit d'associations. Donc là, on a lancé le premier cette année, qui devrait sortir le mois prochain. Et on pense renouveler ça en fonction de comment ça va marcher, renouveler ça tous les ans en changeant d'association bénéficiaire des dons, en fait, des droits d'auteur et des dons au fur et à mesure. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place. D'accord. Quand tu parlais justement de livres audio, tu pensais à des plateformes comme Audible ou des plateformes un peu plus confidentielles? Je sais pas encore. Je pense, moi, les vendre personnellement. Et après, effectivement, pourquoi ne pas voir avec Audible. Et c'est vraiment... il faut que je creuse un petit peu le sujet, que je vois déjà comment ça se passe au niveau des enregistrements, etc. Pouvoir mettre ça en place pour vraiment m'intéresser au sujet, voilà, réfléchir à tout ça, à toutes les alternatives, en fait. D'accord. Euh, est-ce que durant l'évolution, vous avez rencontré des contraintes spécifiques? Oui, je dirais que aujourd'hui, une petite maison d'édition qui débute a à peu près le même,
on est autant des chats noirs, je dirais, que les auto-édités auprès des librairies, auprès d'autres structures. Voilà, pour schématiser, on va dire. Quand on est une maison d'édition de petite taille, même à compte d'éditeur ou autre, on est assez mal vu, je dirais, de façon générale. En librairie, même parfois sur les salons, certains salons, on est plus facilement refusé quand on est une petite maison d'édition. Je dirais que c'est assez compliqué de se faire une place. Il faut du temps, il faut beaucoup d'investissement, il faut se faire sa place, je dirais. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément, pas forcément évident et qu'on ne laisse pas toujours faire aussi facilement qu'on le voudrait. Et après, effectivement, il y a eu aussi toute la partie comprendre le mécanisme, essayer de trouver le fonctionnement, que ce soit avec les auteurs, que ce soit au niveau du comité de lecture, que ce soit la charte graphique, que ce soit au niveau de la communication, ce qui marche pas. En fait, les premières années, c'est beaucoup du test, de voir, d'essayer de trouver en fait le mode de fonctionnement qui nous correspond, qui correspond à nos auteurs, qui correspond aussi à nos lecteurs. Bon, je dirais que c'est principalement ça au niveau des contraintes. D'accord. Là, je m'adresse surtout à Chris Teddy en tant qu'auteur. Est-ce que vous avez, comment vous les avez vécues les contraintes que Amélie a citées? Personnellement, on va dire qu'en m'engageant dans une petite maison d'édition, j'avais, entre guillemets, conscience un petit peu des difficultés qu'il y avait. Je savais qu'il y avait tout à faire, que vraiment le terrain était à construire, que voilà, ça allait pas se faire du jour au lendemain. Euh, Après, voilà, c'est quelque chose que j'avais voulu aussi, hein, en allant dans une petite structure. C'est quelque chose que c'était par choix, hein, que j'ai fait ça. D'accord. Mais voilà, je m'y attendais. Et je pense qu'il y a aussi, il y a un côté positif, c'est qu'on voit l'évolution au fil du temps et que ça a un côté un peu satisfaisant de voir que justement il y a une évolution au sein de la structure et voilà, c'est un tout. C'est un tout. D'accord. Oui, pour moi, je suis un peu d'accord avec ce que Teddy a dit. C'est un choix aussi de choisir la petite maison. Parce qu'en fait, il y a un côté vraiment beaucoup plus familial et beaucoup plus ensemble. En fait, c'est vraiment le côté famille qui est intéressant. On a beaucoup plus de relations entre nous, entre auteurs et avec l'éditrice que dans les grosses maisons. Et c'est vrai que voir de la petite maison partir de rien et évoluer, grandir au fur et à mesure, c'est quelque chose d'important à vivre aussi. D'accord, donc en fait, c'était un choix, mais un choix dont vous avez appréhendé les contraintes. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est dans la globalité, on se doutait que voilà, on se doutait de ce qui allait se passer. Et c'est vraiment, pour moi, c'était plus le chemin à faire ensemble qui donnait envie, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, c'est un travail à faire ensemble et à faire évoluer justement. Ces contraintes ont des avantages en fait. Puisqu'on part de difficultés, on arrive à les vaincre et en fait, ça va nous pousser un peu plus loin. D'accord. Ouais, tout à fait. Mais du coup, donc si on comprend bien que du coup c'est des contraintes communes à toutes les petites maisons d'édition, mais comment vous personnellement, pour développer un peu, comment vous avez pallié à ces mêmes contraintes? Est-ce que vous avez fait des choix stratégiques particuliers pour y pallier? Euh, bah, Personnellement, moi, pour pallier à ces contraintes-là, je m'engage personnellement à aller sur les salons. J'essaye vraiment de bouger autant que je peux. Je pense que il faut aussi se mettre en face de la réalité et se dire qu'on a aussi un rôle à jouer dans la maison d'édition. Comment dire, je me rends sur des salons dès que je peux. J'essaye d'en parler autour de moi. Je pense que voilà, faut pas en tant qu'auteur et en sachant le statut de la maison d'édition, je pense qu'on a tout à chacun à y gagner en se prêtant au jeu et puis voilà, en parlant autour de soi et en En mettant les mains à la pâte. s'investissant. C'est ça, c'est ça. Mm. Donc c'est comme ça, moi en tout cas personnellement, que j'ai pallié à ça, c'est-à-dire vraiment, voilà, je m'investissais et puis voilà, je veux dire, c'est aussi mon roman. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai une part de responsabilité, entre guillemets, là-dessus aussi, à essayer d'aider à diffuser ça et voilà, aider à faire connaître aussi un peu, quoi. D'accord. Alors, je suis d'accord avec ce qu'il a dit aussi. On a une part de responsabilité dans le travail, donc moi aussi j'essaye aussi de me rendre sur les salons quand j'en ai la possibilité.
et de faire des démarches aussi autour de chez moi, dans les librairies, dans les endroits où je peux me faire connaître. Mm. Ouais. D'accord, donc défendre son gagne-pain par le contact avec les libraires ou même avec le Ouais, public en c'est règle ça. générale. C'est ça, oui. D'accord. C'est ça, parce que la partie communication, c'est peut-être une des parties les plus compliquées, je pense, quand on vient un peu de rien. Donc, quand on est plusieurs à s'y mettre, je pense que voilà, ça aide vachement. Ouais, puis je rajouterais que justement, quand on a un gros éditeur, on a, tout ce qui est distribution, Ah oui. on a le nom même de la maison d'édition qui permet d'ouvrir toutes les portes. Chose qu'on n'a pas en tant que petit éditeur, en tout cas le temps de faire sa place. Et j'ai pu remarquer, moi de mon côté, enfin, quand j'allais en librairie en tant qu'éditrice pour faire placer mes romans et les romans des autres auteurs, les libraires étaient intéressés du côté auteur, c'est-à-dire de mon roman, pourquoi pas, oui, mais pas du côté éditeur. Et c'est une constatation que j'ai pu faire à plusieurs reprises. En fait, aujourd'hui, sur une petite maison d'édition, les libraires préfèrent que ce soit les auteurs qui se rendent en librairie, rencontrer les auteurs, les entendre parler de leurs romans, et voilà, d'avoir un réel contact avec le lecteur, avec l'auteur, mais pas avec l'éditeur. C'est parce que Voilà, ça montre une détermination, c'est que l'auteur vraiment défend son c'est produit et ça. du coup ça séduit le libraire qui accepte. Ouais. C'est ça, en fait, c'est plus le côté régional aussi, le fait que ce soit un auteur de proximité. Je sais que par exemple, pour Teddy, on aura plus facile en fait à placer ses romans dans des librairies de Haute-Saône, là où il est, que, je dis, voilà, pour donner un exemple, que du côté de Grenoble où on a une autre auteure. Euh, Parce qu'en fait, voilà, les libraires s'intéressent pas du tout à la maison d'édition quand elle est petite, mais s'intéressent en fait à l'auteur qui habite à côté. D'accord. Voilà. Je vois. Donc effectivement, ça demande un investissement de la part de l'auteur. Ouais. D'accord. D'accord. Amélie, je voulais aborder un point avec toi parce que tu l'avais évoqué lorsqu'on discutait par rapport à l'organisation de la conférence. C'était l'aspect Oui. financier que tu disais tabou au sein des maisons d'édition. Est-ce que tu voudrais l'aborder Ouais. ici, en parlant des contraintes? Oui, oui, oui. Pas de souci, pas de souci. J'ai fait ce constat assez rapidement, je dirais, en voyant certaines phrases par-ci, par-là sur les réseaux sociaux ou même en cours de discussion avec des auteurs. Quand on parle des droits d'auteur, on a toujours un côté, l'éditeur vole l'auteur en ne lui donnant que tant de pourcents sur son œuvre, alors que c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a fait tout le travail, etc. C'est un des Et en fait, arguments je en me suis faveur de rendue... l'auto-édition d'ailleurs. Beaucoup de gens se mettent en C'est ça. auto-édition en utilisant cet argument-là. Et c'est une chose que je peux concevoir, qu'on puisse effectivement juger que c'est plus avantageux pour l'auteur peut-être de s'auto-publier, même en payant une correction, même en payant les exemplaires, etc. C'est quelque chose que je peux entendre. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, ben mince, on sait peut-être pas trop comment ça se passe au final, surtout quand on reçoit une réponse d'un petit éditeur. Et en fait, en parlant avec Célia Rodmack, qui a signé un contrat chez nous au courant de l'année dernière et qui a été publié en décembre, on a parlé des différentes clauses du contrat. Elle a essayé de négocier ses droits d'auteur et un avaloir. Donc, moi, personnellement, en tant que petite structure, négocier, pourquoi pas, l'avaloir, c'était quelque chose que je pouvais simplement pas offrir. Donc, j'ai pris le parti de lui expliquer justement comment ça se passait, quels étaient les postes coûteux, comment par rapport aux droits, on s'organisait. Et en fait, elle a trouvé ça super intéressant et je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on en parle peu. Alors, du coup, effectivement, c'est intéressant d'en parler, d'expliquer, parce que je pense que parfois, on manque beaucoup de transparence avec les auteurs et on peut avoir effectivement cette sensation d'être volé sur son œuvre. Donc, au niveau des coûts en fait globaux pour produire un roman, on va dire un roman basique, on va prendre Néomon, qui est un bon roman, mais qui n'est pas non plus immense, on va dire, même si ça reste des beaux pavés. Il faut savoir que une impression, ça prend déjà 20 à 25% du prix du livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On détermine le livre en fonction du coût de l'impression, mais on ne peut pas non plus, pour un roman qui va nous coûter 4 euros à faire imprimer, on ne peut pas non plus le facturer à 20 euros ou plus parce que on a le risque aussi que le lecteur ne l'achète pas. Trop cher pour un auteur inconnu, souvent ça coince. Donc on a déjà 20 à 25%, alors que normalement on est plus entre 15 et 20. Mais je fais pour un petit éditeur qui n'a pas forcément une capacité de stockage énorme et qui décide malgré tout de fonctionner sur stock, c'est l'éditeur qui rogne sa marge en fait. Donc, pour vous donner un exemple concret, personnellement, quand j'ai fait imprimer le premier tome de Néomonde, j'en ai eu pour à peu près 1 000 euros pour 200 exemplaires. Voilà. Comme ça, on donne des chiffres clairs. Après, personnellement, j'ai fait des choix au niveau des romans, c'est-à-dire que je voulais une impression française. Je voulais pas acheter à l'étranger. Je voulais une entreprise française avec le label Imprime Vert, c'est-à-dire une gestion des déchets de l'impression durable. Et si possible sur du papier français. Donc, effectivement, je me suis rajouté des contraintes, mais ça faisait partie de mes engagements de base de réduire autant que je le pouvais l'impact en fait sur l'environnement. Bien sûr. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai décidé de faire et qui forcément se ressent, moi, plus sur ma marge, mais pas sur l'auteur. Après, on va avoir tout ce qui est la part du revendeur, c'est-à-dire tout ce qui est libraire, Amazon pour le numérique, par exemple, les grandes surfaces, etc. Ou en salon même. Hein. Souvent, les salons prennent une marge quand c'est organisé par des structures comme une librairie, une médiathèque, etc. Ces personnels prennent 30 à 35%. Vous comptez, il y a déjà plus de 50% du prix du livre qui est parti ailleurs que dans les poches de l'éditeur. Ensuite, quand il y a un distributeur, il vous prend encore 10% supplémentaire. Donc là, c'est pareil. Et puis, mine de rien, sur les... alors, si je dis pas de bêtises, 40% qui restent. Donc, on donne en général 8% à l'auteur. On peut monter jusqu'à 10 ou autre en fonction aussi du contrat. Mais 8%, c'est le taux le plus fréquent, je dirais. Et puis après ça, il faut quand même, malgré tout, que l'éditeur paye la couverture, qui peut varier de 200 à 300, voire 400 euros selon ce qu'on choisit comme billet. Donc, soit on l'a fait soi-même avec des images qu'on achète, ou on passe par un illustrateur, donc on paye bien sûr le travail de l'illustrateur. Il faut rajouter tout ce qui est correction. Donc c'est pareil, les corrections, on va être plus autour de 400 euros pour des romans assez conséquents. Donc c'est pareil, c'est un poste assez coûteux. Et puis on va avoir la part des frais de port, parce que mine de rien, les frais de port, quand on passe par la poste, sont très onéreux pour les romans. Et si on ne veut pas payer quasiment la moitié du livre en frais de port, il faut que l'éditeur il prenne une part pour l'emballage, mais aussi une part des frais de port. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Donc voilà, on est forcément sur ce qui reste de l'éditeur pour rembourser l'investissement de base. En fait, il prend beaucoup plus de temps et en général, en tout cas sur une petite structure, l'auteur est payé avant même que l'éditeur ait réussi à rembourser tout l'investissement financier qu'il avait mis dans le roman. Alors, encore une fois, je parle à l'échelle vraiment d'une petite structure. Donc moi, je sais que personnellement, ce que j'ai voulu mettre en place dans mes contrats, c'était des droits d'auteur progressifs. C'est-à-dire que je pars de 8%, c'est-à-dire le minimum. Et en fait, à partir de 300 exemplaires vendus, j'estime que j'ai remboursé en fait tout l'investissement de base. Et donc, à partir de là, je augmente à 10% et je remonte à partir de 500 exemplaires, si je me souviens bien, je remonte en fait à 12% sur le papier. D'accord. Mais voilà, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place justement pour essayer de favoriser au maximum l'auteur sans moi personnellement me mettre non plus en danger aussi financièrement. C'est aussi un équilibre en fait à trouver entre laisser à l'auteur le maximum et puis faire fonctionner la maison d'édition. D'accord. Voilà. D'accord.
Du coup, ça reste moins manichéen que l'argument du l'éditeur vole l'auteur, quoi. C'est beaucoup plus complexe qu'on y paraît. Oui, oui, voilà, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu exagéré de dire qu'on vole les auteurs. Moi, personnellement, effectivement, bah, au vu de ce que je vous ai expliqué, ça me reste compliqué, par exemple, pour moi, de faire un avaloir de 200 ou 300 euros, par exemple, voire plus, comme me réclameraient certains auteurs. Mais parce qu'en fait, derrière, il y a déjà un investissement de plus de 1000 euros sur l'œuvre et que pour rembourser ces 1000 euros quand on commence, quand on est une petite structure, bah, il faut un petit peu de temps aussi. Et puis, je vois souvent aussi que il y a des auteurs disent qu'en fait, à partir du moment où on refuse un avaloir ou qu'un éditeur ne propose pas un avaloir, en gros, c'est que l'éditeur ne croit pas assez en fait en votre histoire, ne croit pas assez en son succès pour vous verser de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi important de démentir. Personnellement, à l'échelle d'une petite maison d'édition, j'ai tendance à penser on sait que chaque publication a un impact sur notre image et sur la maison d'édition, et que on ne s'engage que sur des projets en qui on a confiance et auxquels on croit. Sinon, on ne peut pas fonctionner. En tout cas, c'est ma vision de l'édition. C'est peut-être pas partout pareil, j'en ai conscience, mais voilà, je pense que malgré tout, que c'est pas parce qu'on peut pas forcément verser tout de suite un avaloir aux auteurs que on croit pas en leurs œuvres, loin de là. D'accord. Euh, Teddy, Chris, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Amélie, en vous en tant qu'auteur? Eh ben, bah alors personnellement, moi je pense que ça fait du bien, vraiment. C'est que parce qu'en fait, il y a ce qu'a dit Amélie, c'est tout à fait vrai. Il y a, je pense que à l'époque où on est, il y a vraiment un souci de transparence à avoir, et je pense que c'est, et je pense aussi, alors ça c'est à titre personnel, mais qu'il faut pas avoir peur de parler argent. C'est un sujet qui est assez tabou, à tort, je trouve, parce que ben on sait tous que voilà, c'est comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Mais je veux dire, on a un rapport un peu étrange et on peut vite partir dans ce qu'a dit Amélie, dire que voilà, les éditeurs sont des voleurs, etc. C'est assez réducteur. Et je dis toujours que voilà, moi je défends, bon, je défends ma maison d'édition, hein, je défends parce que bon ben j'y suis. Je peux m'en aller si tu veux. Mais je dis toujours autour de moi, hein, pas seulement ici, que avec Amélie, on peut discuter argent, par exemple. Si vraiment on a des questions, si vraiment on veut des précisions sur le contrat, pas que sur les droits d'auteur ou autres, hein, même sur l'ensemble de la gestion du contrat, on peut lui en parler. Elle est là, elle va nous en parler, et tout est en ayant un souci de transparence. Et ça fait du bien parce que ben, on a l'impression d'être vraiment mêlé à un tout. Et c'est ça aussi que j'aime. Et c'est un peu cet effet voilà, de proximité que je dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment dans ce contexte-là. C'est englobé là-dedans et ça fait du bien. Voilà, encore une Voilà, fois. puis du coup, voilà, bon, pour préciser, donc avec, comme j'ai précisé au début, hein, Teddy est un ami d'enfance, mais c'était quelque chose que j'essaye vraiment d'appliquer avec tous les auteurs. Ah oui, Notamment, oui. bah, je sais que suite à ma discussion avec Célia Rodmack, justement par rapport à son contrat, où effectivement la Valoir, bon, quand je lui ai expliqué que c'était impossible et pourquoi, elle a accepté tout de suite. Mais je sais aussi qu'on a parlé justement des paliers de nombre de ventes pour comment dire, pour l'augmentation des droits d'auteur. Donc vous savez, les 8, 10 et 12%. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, bon, après, peut-être que ces paliers-là, bah, ils sont peut-être trop élevés. Donc avant, ils étaient plus élevés que ça. Elle m'a dit, ils sont peut-être trop élevés pour la taille de la structure. Peut-être que ce serait plus juste de les réduire. Et c'est vrai que suite à ça, j'ai réduit ces fameux paliers parce qu'effectivement, j'estimais qu'elle avait raison et que voilà, ça passait en réduisant. Donc voilà, j'essaye au maximum d'écouter les suggestions et de faire en sorte que tout le monde ne se sente pas lésé, justement. Mais voilà, c'est vrai que c'est même hors amitié avec un de mes auteurs, quoi. Donc, Mm.
tout à fait. Et pour toi, Chris, du coup, Ouais, parce que si tu toi, veux tu n'as t'exprimer au pas, tu n'avais sujet. pas répondu à la question. Teddy avait répondu à la question, mais pas toi. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? Alors, moi, ce que j'allais dire, c'est que je savais déjà avant, parce que j'avais vu des publications sur Facebook, entre autres, où on voyait bien que l'éditeur n'avait pas forcément une grosse marge sur le prix du livre. Hmm. Et donc ça, je savais qu'il y avait de gros coûts, que ce n'était pas forcément facile pour une maison d'édition, pour une petite maison d'édition, de rentrer dans ses frais après la publication d'un livre. Donc je comprends très bien les frais, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir exactement où va quelle quantité d'argent en fait, de comprendre que il y a tel argent pour la couverture, pour la correction, pour le libraire, pour tous ces machins-là. C'est intéressant de le savoir aussi. Comme ça, on a une idée vraiment de pourquoi le droit d'auteur est de 8% ou 10% ou un peu plus. Donc on comprend vraiment la raison et c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans les petites maisons d'édition, c'est qu'on a beaucoup plus facile de parler à l'éditeur que dans les grosses, parce que j'imagine que dans les grosses, pour parler directement à l'éditeur, ça doit être super difficile de l'avoir directement. On passe par des personnes, des intermédiaires, et c'est pas forcément toujours simple. D'accord. D'accord. Du coup, on va enchaîner par une dernière petite question pour ensuite prendre quelques questions du public. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'édition, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur d'ailleurs? D'abord, Amélie, qu'est-ce que tu... Euh, Alors, bah, pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'éditeur, en fait, je dirais qu'avant tout, il faut avoir conscience que c'est un milieu qui est très difficile, qui demande énormément d'implication en termes de temps. On n'obtient pas toujours un effet immédiat, je dirais. Il faut le temps de tout construire, il faut aussi le temps de se faire un petit nom, il faut le temps de réunir une communauté autour de la maison d'édition. Donc c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir euh, en vivre, et même déjà rare, on va dire, je pense, en tout cas sur une petite échelle comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Et effectivement, avoir conscience justement des remarques un petit peu particulières qu'on peut avoir, comme quoi, ben voilà, une petite maison d'édition, donc beaucoup d'auteurs estiment que ben on n'en vaut pas la peine, qu'on n'est pas forcément adapté à leur roman, pas dans le terme, enfin plutôt en termes de taille en fait. Euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont viser tout de suite les grandes maisons d'édition et qui ensuite peut-être vont se dire, bon, pourquoi pas tenter une petite par défaut. Et je pense que une petite maison d'édition, il ne faut pas la choisir par défaut, mais parce qu'on a envie justement d'avoir, comme disait Chris et effectivement Teddy aussi, d'avoir une ambiance un peu plus, enfin quelque chose de plus familial, de plus facile en termes de communication, euh, peut-être plus aussi son mot à dire sur les choses. Je sais que personnellement, j'essaie vraiment de faire en sorte que l'auteur soit au centre du processus éditorial, c'est-à-dire que il va avoir son avis à donner sur la couverture, il va avoir son avis à donner sur la quatrième de couverture, me faire des suggestions, il va pouvoir en fait, il y a une sorte de discussion et de processus qui se met en place, une sorte d'aller-retour tout au long du processus de publication pour que l'œuvre corresponde au mieux à ce que l'auteur imaginait et à sa propre vision en fait de son roman. D'accord. Et c'est quelque chose que je pense on ne trouve pas forcément beaucoup chez les grands éditeurs. Après, voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas faisable à une grosse échelle aussi, hein. C'est pour ça que je dis pas que les petites maisons d'édition sont mieux. Mais je pense qu'effectivement, si on cherche à avoir peut-être plus de vues aussi sur le travail éditorial et pouvoir vraiment ben, parfois garder son titre, parce que c'est des choses qui peuvent aussi être modifiées presque de force. J'ai déjà eu un témoignage comme ça où effectivement une grosse maison d'édition a demandé à changer le titre sans trop vraiment laisser le choix et, euh, et l'auteur, enfin ça correspondait pas du tout au roman de l'auteur et ça lui convenait pas. Malgré tout, il est sorti sous ce nom-là. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est inimaginable. Et je pense qu'il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui ont tendance à fonctionner un petit peu plus comme ça.
Donc voilà, je pense que pour les auteurs, c'est quelque chose qui se pèse, mais je pense que c'est un choix à faire. D'accord. Une grosse structure qui va donner plus de visibilité, qui demandera peut-être moins d'implication aussi de la part de l'auteur en termes de recherche de librairie ou de salon, mais qui laissera peut-être aussi moins de marge de manœuvre à l'auteur pour que son œuvre lui corresponde, ou une petite structure qui, elle, sera moins visible, qui va demander plus d'investissement, mais dont l'œuvre vous correspondra peut-être plus. Après, je voudrais aussi, si ça te dérange pas, Taiki, parler rapidement de quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois aussi souvent les soumissions, je reçois beaucoup. Et on se rend compte en fait aussi que parfois, parce qu'on est une petite maison d'édition ou simplement parce que l'auteur estime faire un cadeau à l'éditeur, on va dire ça comme ça, c'est un peu schématisé, mais parce qu'il estime que l'éditeur, enfin rendre un service à l'éditeur en lui envoyant son roman, il y a un énorme manque de respect de la part des auteurs envers beaucoup d'éditeurs. Donc voilà, si je peux aussi donner quelques conseils aux auteurs présents qui veulent se diriger vers une petite maison d'édition, un premier conseil tout simple, dites bonjour. Voilà. Ça peut paraître très bête, mais le nombre de romans que je reçois en pièces jointes sans un bonjour ou sans la moindre formule de politesse est hallucinant. Et c'est clairement pas le genre d'auteur avec qui on a envie de travailler, en fait. Ça donne tout de suite le ton de se dire bon, peut-être que je vais être amenée à travailler avec quelqu'un qui ne me respecte pas en tant que personne, même sans parler en tant qu'éditeur, mais aussi en tant que personne. Je dirais aussi que c'est important de bien lire toutes les consignes des pages de soumission. Souvent, l'éditeur vous précise clairement on veut votre manuscrit sous telle mise en page. C'est pas par souci de vous enquiquiner. C'est surtout pas pour avoir une certaine uniformité au niveau des manuscrits parce que c'est transmis à un comité de lecture. Donc effectivement, quand on a des choses, des textes écrits en couleur ou en format paysage, comme ça m'est déjà arrivé, ou tout en gras, c'est quelque chose qui peut être très désagréable à lire pour les lecteurs du comité. Et c'est pas à l'éditeur de prendre le temps de refaire toute votre mise en page alors que c'était précisé dans les consignes et on a beaucoup de manuscrits à traiter, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Je sais que personnellement, je renvoie un mail en renvoyant en fait sur la page de soumission pour que les auteurs puissent faire et me renvoyer, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui vont tout de suite se dire bon ben lui il n'a pas respecté, ça va au placard. D'accord. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le temps. Pour la plupart, c'est simplement parce qu'ils en reçoivent tellement qu'ils n'ont pas le temps de courir après des personnes qui n'ont pas forcément regardé. Mais du coup, votre manuscrit, il peut être aussi excellent que possible. Mais s'il n'est pas conforme, il y a des chances qu'il soit relégué en fait sur la pile. Bon, ben tant pis, ça, il correspond pas de base. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est important à savoir. Et je pense que c'est également important à savoir que justement l'éditeur, il vous doit, ce qui est écrit dans le contrat, il vous doit de respecter ses engagements, etc. Mais en soi, comment dire, il vous est pas redevable en fait de lui envoyer son roman. Et je le vois parce que, enfin, je précise ça parce qu'il m'est arrivé aussi de donner des réponses négatives. Et en fait, que l'auteur soit tellement vexé qu'il réponde vous savez pas à côté de quoi vous passez, votre maison d'édition ne publie pas de la qualité, etc. Voilà. Genre de mails qui font plaisir, on va dire. Mais voilà, il faut être conscient que le but, c'est d'être sur un pied d'égalité avec votre éditeur. Votre éditeur n'est pas votre supérieur et inversement, ce n'est pas parce qu'il publie votre roman qu'il est à votre... qu'il vous doit quelque chose hors les engagements qu'il a envers vous. D'accord. Voilà. Mais voilà. Et je rajouterais aussi, après je m'arrête, promis. Parce qu'on n'a pas encore la réponse de Teddy et de Chris.
Ouais. Et je rajouterais aussi que c'est important, je pense, d'avoir un premier contact hors contact écrit avec votre éditeur Hmm. avant de signer le contrat. D'accord. Parce que euh, je pense, après ça c'est mon côté auteur qui parle, je pense que c'est important d'avoir confiance à la personne à qui on confie notre histoire. Hmm. Et je pense que du coup, c'est important d'avoir pu échanger, d'avoir pu lui parler, même pas forcément en réel, mais au téléphone ou en visio, euh, pour sentir si on se sent en confiance, si on sent que la personne elle est ouverte, si il y a un feeling qui passe. Personnellement, en tant qu'auteur, je me vois pas confier mon manuscrit, enfin mon roman, à quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé, parce que ça reste mon bébé. Voilà, pour dire les choses de façon simple, et voilà. Et effectivement, même s'il y a des questions, voilà, vous les poser avant. S'il y a des questions d'organisation, Rosaline, est-ce que... Merci. Excuse. et voilà, je pense que du coup, il faut voir rapidement si la communication elle est faisable ou non, parce que pour moi, c'est vraiment vital pour la suite. Du côté de l'auteur et du côté de l'éditeur. Ro- Ros- Voilà. Rosa... Rosaline, il faut attendre les questions avant de se démuter. Désolé. Ouais, donc tu disais, excuse-nous Amélie. Pas de souci. Oui, donc je disais que c'était important de voir tout de suite si la communication elle est possible en fait entre l'auteur et l'éditeur des deux côtés, parce que pour moi, il n'y a que cette communication qui permet euh, de travailler ensemble et de travailler ensemble sereinement. D'accord. Voilà. Très bien. Teddy, Chris, qu'est-ce que vous aurez à conseiller à des auteurs qui veulent rejoindre une petite maison d'édition? Vas-y, Chris, je te laisse commencer. D'accord. Alors, moi, je conseillerais déjà de vraiment que la personne réfléchisse à ce qu'elle attend de la maison d'édition pour savoir si c'est vraiment la petite maison qu'il lui faut. Donc, ce qu'elle attend de l'éditeur, ce qu'elle attend de cette publication. Et aussi d'envoyer le roman euh, avec un peu d'enrobage, on va dire, comme le précisait Amélie. Ne pas l'envoyer simplement comme ça, mais vraiment l'envoyer déjà en se présentant, en disant bonjour, et en y allant avec un esprit de contact, en fait. Pour vraiment entrer en contact avec la personne qu'on aura en face de nous. Et puis d'être un peu patient parce que ça peut aussi prendre du temps de recevoir une réponse. Mm, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce que je pourrais ajouter à ça, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Chris. Puis avec tout ce qu'a dit Amélie, moi je sais plus quoi rajouter, hein. Donc, ce que je pourrais dire d'une façon générale, c'est que ce que j'ai vu en allant sur divers salons, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent à aller tout de suite trop haut. Euh, Comment dire, bon, alors c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il y a parfois justement, il y en a qui choisissent, comme a dit Amélie, des petites maisons d'édition par dépit, parce qu'ils ont peut-être trop. Alors, il faut de l'ambition, hein, je veux dire, je dis pas le contraire, mais je trouve qu'il y en a qui vont tout de suite vouloir absolument aller, on va dire, atteindre le Saint Graal, quoi, ce qui juge peut-être comme le Saint Graal en allant dans les grosses structures, voir son livre se faire diffuser largement, etc. C'est une ambition qui est normale, hein. Je veux dire, notre livre, c'est notre bébé, on a envie de le voir, voyager énormément, etc. Mais je pense que la plupart, pour pas trop être déçus et peut-être frustrés aussi, faudrait pas chercher à aller trop haut tout de suite et prendre le temps de chercher. Il y a des petites structures qui existent, qui sont pas forcément connues, dues au manque de communication, comment dire, de la mise en place de la petite maison d'édition. Elles sont pas forcément connues, donc je pense qu'il faut prendre le temps de les chercher, de regarder leur ligne éditoriale, de regarder comme a dit Ami, prendre contact, etc. Et de pas faire ce choix par dépit. Et de remettre aussi ses ambitions entre guillemets à la baisse pour pas vraiment être déçu et de se dire qu'on ne peut que monter en fait. D'accord. Voilà. Très
bien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, rien n'empêche, même en commençant bas, petit à petit, de se faire aussi repérer en tant qu'auteur. Voilà, un premier roman publié en petite maison d'édition peut permettre d'être dans une plus grosse après, puis dans une encore plus grosse. Ouais, bien sûr. Et voilà, je pense que du coup, je pense que en fait, c'est deux visions de l'édition qui sont complètement différentes. Ouais. Et je pense qu'il faut effectivement choisir celle qui nous correspond le mieux. Et après, moi, je peux concevoir qu'on puisse tout de suite avoir envie d'être dans une grosse maison d'édition. Vraiment, je peux le comprendre. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désillusions avec les grosses maisons d'édition parce qu'ils reçoivent des milliers et des milliers et des milliers de manuscrits par an et que souvent l'étude des manuscrits est très rapide et à la moindre erreur, en fait, ça saute. Ouais. Et c'est vrai que du coup, elles sont très peu accessibles pour des personnes qui n'ont jamais publié. C'est ça aussi qu'il faut voir. D'accord. Mais c'est pas impossible, mais ça réduit quand même beaucoup les chances, quoi. D'accord. Parce que quand on n'est pas connu, on est forcément l'éditeur qui serait une grosse maison d'édition peut être un peu refroidi par l'idée que ça peut pas marcher. Voilà quoi. Ouais, en fait, j'ai tendance à penser que là où un petit éditeur va forcément penser stratégie sur la publication, comme je disais, il faut qu'il croie au roman, il faut qu'il ait envie de le mettre en avant, etc. Parce que l'éditeur est vraiment impliqué dans le processus tout au long de la publication. Donc c'est forcément un projet avec lequel il a des affinités. Là où un gros éditeur, il va peut-être plus aussi voir combien ça peut lui faire gagner que marcher effectivement sur croire au projet aussi en tant que personne. Voilà. Ça fait une notion un peu industrielle. C'est vraiment... Ça fait, ouais. On perd un peu en dimension humaine, j'ai l'impression. C'est ça aussi qui... Oui, après, voilà, je dirais que c'est le lot commun de toutes les grosses structures, pas forcément dans l'édition, hein, mais de toutes les bien sûr. grosses structures, on perd forcément le côté humain et à l'écoute, je pense, par manque de temps et de moyens humains, en fait, je dirais. Donc, voilà, c'est pas forcément à blâmer, mais effectivement, c'est deux fonctionnements différents, quoi. Après, ils ont peut-être pas non plus les mêmes buts aussi. Les grosses et les Oui, petites. oui, bien sûr. Bien sûr. On va peut-être récupérer quelques questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Ouais, pas de souci. Vous pouvez vous démute maintenant. Si vous voulez poser une question. Oui. Bonjour. Bonjour. Salut. Désolé, je suis un petit peu mon timide et je vais peut-être passer par la personne qui n'y comprend absolument rien. J'avais plusieurs questions qui me sont passées en tête durant la conférence et j'en ai oublié pas mal parce que j'ai une mémoire de merde. Mais Posons une, ça sera déjà pas mal. Ouais, ça va être assez court, ça va être oui ou non, je pense. Une petite édition, les livres ne sont pas publiés dans des librairies. Oui ou... Alors, en fait, on n'a pas le gros réseau, en fait, justement, d'une grosse maison d'édition, en tout cas pas au début. Au niveau de la distribution, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Donc, on appelle les petites librairies. On leur dit, est-ce que vous voulez bien de nos romans? En gros. Donc, non, effectivement, de base, non. Après, au début, non. Mais petit à petit, quand la maison d'édition commence à faire plus de ventes, à avoir plus d'auteurs, à avoir peut-être aussi plus d'influence, souvent, déjà, il faut avoir conscience qu'une maison d'édition, en dessous de 2 ans, il y a quand même peu de chances qu'elle soit distribuée. Donc, souvent, après, on peut avoir des contacts avec des distributeurs et effectivement réussir à être placé plus facilement en librairie. Il faut quand même savoir que, quelle que soit la taille de l'éditeur, à partir du moment où il met ses romans, les romans qu'il publie, qu'il les référence sur la plateforme d'Illicom, toutes les librairies de France peuvent le commander. Et ça, c'est quelque chose... Il y a des libraires qui vous diront que c'est pas le cas, parce que souvent, ils n'ont pas envie de s'embêter justement avec une petite édition ou avec les auteurs auto-édités, et qui du coup vous diront que non. Mais
ils peuvent. Ils ont juste à aller sur leur base de données et ils peuvent les commander. Voilà. D'accord. Donc en fait, Moi, ils sont disponibles, ils peuvent les commander. Après, effectivement, souvent, c'est au bon vouloir du libraire. Pour donner un exemple là-dessus, moi je suis allée voir une librairie une fois et la libraire avait été directement voir sur internet, elle avait vu qu'ils étaient accessibles, elle avait vraiment été regarder directement. Sans que. Donc la Voilà. plupart le savent aussi. Ouais. C'est ça. Et en fait, ils ont un gros fichier où ils peuvent avoir toutes les références. Et à partir du moment où ils ont les références, ils peuvent commander. Typiquement, j'ai encore reçu une commande de librairie pas plus tard qu'il y a 2 jours, une librairie que je ne connais pas, qui n'est pas du tout dans mon secteur et qui m'a commandé un roman. Donc en fait, ils peuvent tous le faire, ils peuvent tous trouver. Disons que c'est le placement automatique en librairie qui n'est pas fait. Et ça, souvent, c'est plus facile de faire quand l'auteur va effectivement voir le libraire, que le libraire le rencontre, organise éventuellement avec lui une séance de dédicace et accepte de mettre ses romans en magasin. Mais ça va plus être à l'échelle de l'auteur, au moins le temps que la maison d'édition se fasse un nom. Mais normalement, ça prend quelques années, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Alors, j'en aurais une, Oui, Nali? si personne se lance. Alors, avant tout, je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup vos valeurs au niveau de, que ce soit l'espèce de système d'équité que vous essayez de mettre en place avec les écrivains, ou le fait que vous soyez si ouvert, par exemple, au niveau de tout ce qui est le montant de de tout ce qui touche à votre métier, en fait. Merci. J'apprécie vraiment beaucoup. Au niveau des questions, donc j'en aurai qu'une, c'est par rapport à votre site. Donc j'ai un peu fouillé rapidement. Et par rapport aux écrivains, donc des romans, est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui préfèrent être uniquement sur papier ou uniquement sur format numérique? Ou est-ce que c'est automatiquement les deux, ou est-ce qu'il y a une préférence entre les deux? Alors, personnellement, je propose automatiquement le papier. Il faut savoir qu'au niveau des nouvelles, donc qui étaient exclusivement numériques, je ferai plus de nouvelles à l'unité. Voilà, là, j'en faisais encore jusqu'à début d'année, et c'est quelque chose qui me correspond qui me correspond moins. Donc, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter. Je ferai en fait les nouvelles sous forme d'anthologie. Mais la plupart des auteurs, en tout cas, préfèrent être publiés en papier, ça c'est certain, que uniquement en numérique. Après, moi personnellement, je propose automatiquement le papier. Je me vois mal travailler que sur du numérique. Voilà. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, malgré tout, en France, on lit encore principalement en papier. Voilà. Après, c'est comme tout, ça se discute. Comme je disais, hein, je suis ouverte à tout. Moi, si un auteur me dit, bon voilà, j'aime pas forcément le numérique, je préfère être publié qu'en papier, pourquoi pas? C'est quelque chose qui est imaginable. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci beaucoup pour vos compliments. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi parce que j'ai monté ce projet avec ma vision qui peut-être diverge beaucoup des autres, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi est important et du coup, voilà, ça me touche énormément. Et c'est pour ça que j'ai préféré le préciser au début, parce que vous avez l'air extrêmement passionné de la façon dont vous en parlez. Et donc voilà, vraiment le compliment n'était pas du tout forcé. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Il y a Lucas, notre cher organisateur, qui avait une question à poser. Oui. Voilà. Alors, on m'entend bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. D'accord, bug réglé. Alors, bon, je vais enlever ma casquette de gérant de Virtual Livre pour mettre ma casquette d'assistant éditeur quelques minutes. Voilà. Ok. D'accord. Alors, donc, je me suis beaucoup retrouvé dans votre discours, déjà. Ouais. Je ne vous cache pas qu'à des moments, j'ai bu du petit lait, parce qu'il y a vraiment des choses sur l'édition. Il y a pas de gens qui n'y connaissent pas grand-chose, et établir un petit peu la vérité, ça m'a fait du bien. Ouais. Oui. Je vous en prie. Si on laisse ça de côté, au-delà du statut de grand méchant loup que se tape l'éditeur, je
pense qu'une question plus intéressante à se poser, c'est pourquoi? Parce que concrètement, c'est pas le seul organisme dans le circuit du livre qui est amené à abuser de son pouvoir. Je peux pas citer de nom, parce que ce serait malvenu, mais j'ai des exemples, par exemple, de diffuseurs qui ont très mal fait leur boulot. J'ai un exemple d'un diffuseur avec qui j'ai travaillé, qui, quand je visitais les librairies où il était censé diffuser les bouquins, genre pas vu depuis 6 mois. Donc voilà. Ouais. Voilà, il y a des imprimeurs qui nous ont pas mis dans la merde, et parfois c'est juste la Poste qui nous met dans la merde aussi. Il y a plein de... la Poste. Poste. Voilà, la Poste qui nous met dans la merde en perdant mes colis. Et je parlerai pas de la Fnac, hein, sinon je deviendrais très mal poli. Mais concrètement, vu le nombre de membres du circuit du livre qui abusent de leur position, je me demande pourquoi c'est sur l'éditeur que tout retombe. Je dirais parce que en fait, pour l'auteur, il voit pas tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que l'éditeur vous dit bon, aujourd'hui, votre livre il est censé être distribué dans toutes les librairies de France. Vous y allez, votre livre il y est pas. La première personne avec qui vous allez parler, c'est l'éditeur. Et de toute façon, c'est toujours la première personne qui prend. Donc, dans tout le temps, hein, c'est quelque chose de presque... Voilà, c'est toujours la première personne qu'on a comme interlocuteur qui prend. Et effectivement, justement, l'auteur, je pense qu'il ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et que c'est quelque chose que dont les auteurs prennent conscience à partir du moment où, justement, ils décident de s'auto-publier parce qu'ils se rendent compte de la galère que c'est de se placer en librairie. Et je pense que, du coup, l'expérience de l'auto-édition, je pense qu'elle apprend beaucoup aux auteurs. Il y en a qui s'y plaisent très bien et franchement, tant mieux pour eux, c'est un gros boulot et quand c'est fait sérieusement, je trouve ça top. Mais je pense qu'il y en a certains qui se disent « Ah oui, alors c'est tout ce travail-là, tout cet investissement-là et tout seul, finalement, je galère et je comprends qu'au final, au niveau des maisons d'édition, ça se passe comme ça. » Je pense que voilà, c'est... L'éditeur prend parce que c'est la fenêtre. Je dirais que pour l'auteur, c'est la fenêtre sur le monde du livre, en fait. Sur tout le processus, sur les ventes, sur tout ça, c'est l'éditeur qui est en première ligne. Et même sur les choses dont il n'est pas responsable, notamment les pertes de livres, effectivement, la Poste, n'en parlons pas. La fin d'année a été très compliquée. Je pense que c'était les livres perdus, peut-être même volés sur la fin d'année ont été assez importants. Et effectivement, mais l'auteur, il va pas voir ça. Tout ce qu'il va voir, c'est mince, j'ai un lecteur qui a acheté mon livre la semaine dernière et qui n'est jamais arrivé. Et c'est forcément à vous qui va demander des comptes. Toujours. Ok. Ma foi. Après, voilà, encore une fois, c'est mon ressenti par rapport à ça. Après, voilà, je sais que jusque-là, j'ai encore jamais eu de problème avec mes auteurs à moi par rapport à d'autres soucis. Je sais que j'ai eu effectivement une fois un retard d'impression qui n'était pas de mon ressort. Bon, voilà, pareil, je l'ai expliqué à l'auteur en long, en large et en travers et ça s'est bien passé. Donc, mais effectivement, malgré tout, on a un peu ce statut de voleur, mais je pense que justement, il y a un manque de connaissances sur tout le fonctionnement derrière. D'accord. Bon, je rééchange les casquettes et je retourne dans l'ombre. Merci pour la réponse. D'accord. Je t'en prie. On va prendre d'autres questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Lost It Soul, c'est ça? Ouais, Lost It Soul. Ok. Donc, déjà, merci beaucoup pour cette petite conférence qui est vraiment très intéressante. Je vous en prie. J'aurais 2 questions, en fait. La première, c'est concernant les autres petites maisons d'édition. Oui. Comment ça se passe, en fait, entre petits éditeurs? Est-ce que vous vous entraidez? Est-ce que vous conseillez peut-être des auteurs qui seraient peut-être plus appropriés pour d'autres maisons d'édition en fonction des thèmes qu'ils abordent, en fonction de l'endroit où ils habitent, ce genre de choses?
Alors, c'est quelque chose. En fait, on a assez peu de contact avec les autres petites maisons d'édition, je dirais. Je parlerai pas de concurrence parce que j'estime qu'on publie tous des choses différentes et que du coup, voilà, on n'a pas forcément tous le même fonctionnement, ni tous les mêmes romans à sortir, donc je parlerai pas de concurrence, mais effectivement, il peut y avoir un manque de contact. Après, je sais que personnellement, effectivement, quand je reçois des manuscrits qui rentrent pas forcément dans ma ligne éditoriale, par exemple, en accompagnement d'auteur, j'ai un auteur qui m'a demandé de retravailler avec lui sur un roman autobiographique, quelque chose que je ne publie pas forcément et qui pour l'instant n'est pas prévu. Euh, effectivement, cette personne-là, je l'ai dirigée vers une autre maison d'édition qui publie plus de ce genre de romans. Après, honnêtement, je ne pourrais pas dire du tout comment ça se passe dans les autres maisons d'édition. Voilà. Je sais que si on me pose des questions sur des maisons d'édition à niche, effectivement, je saurais en conseiller quelques-unes, mais je dirais, j'ai pas de contact direct avec eux. D'accord. Et merci. Et j'aurais une seconde question. Ah, Est-ce que par le futur, vous comptez éditer de la bande dessinée? Et est-ce que vous savez s'il existe des petites maisons d'édition de bande dessinée aussi? Parce que je suis plus dans ce milieu-là et tout ça, et je connais d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées par... Alors, personnellement, la bande dessinée, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Voilà, je vais pas vous mentir. Je n'ai jamais fait ça. J'en ai lu, mais c'est quelque chose que je ne connais pas pour l'instant. Après, effectivement, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se développer par la suite. Pas dans l'immédiat, je pense, mais c'est quelque chose qui peut se développer. Il faut juste aussi que je prenne les connaissances, que je comprenne aussi un petit peu plus le milieu de la bande dessinée, mais c'est pas impossible. Voilà, pour ce qui est des éditions de la Caravelle. Après, en termes de petites maisons d'édition qui publient de la bande dessinée, j'avoue que je saurais pas trop vous dire. Je sais, Teddy, toi, tu en lis, toi, de la bande dessinée? J'en ai lu, mais Ouais. c'est pareil, ça remonte un peu. Et au niveau, Au niveau après maison d'éditeur. d'édition, ouais, c'est compliqué. Non, je sais pas, j'en connais pas. Comme Je ça. sais pas s'il y en a beaucoup qui font en petits éditeurs. En petit, oui, je sais pas. Je sais pas, ouais. Je pense que c'est beaucoup les mêmes qui font les BD. Les Ouais. BD sont souvent de la même boîte, enfin la même boîte qui les publie, quoi. Là, j'avoue que je suis vraiment désolée, mais j'aurais pas forcément de réponse. En fait, je crois que la bande dessinée pour un petit, c'est plus compliqué parce que la production est beaucoup plus onéreuse. Mhm. De par la couleur, de par les couvertures rigides, etc. Et je pense que c'est un lectorat très précis aussi. Donc je sais pas si c'est pas plus compliqué la bande dessinée pour un petit éditeur. Honnêtement, voilà, je saurais pas dire. Je connais pas de petits éditeurs qui en font. D'accord. Voilà. C'est gentil. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence, en tout cas, et en espérant que la suite se passe bien et que vous arriverez à continuer sur la durée. Super, merci beaucoup en tout cas. Ouais, au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Alors ouais, j'en ai une deuxième. Ouais. Mais je On voulais a d'abord déjà- laisser la place à d'autres personnes, c'est pour ça en fait. Ouais, mais déjà, le Stitzel avait posé une seconde question, alors qu'en général, on évite de faire deux questions à la fois, mais bon, en même temps. Ouais, du coup, quand tu veux dire. Ouais, qu'est-ce qui est plus simple et moins onéreux passer par le site pour acheter les livres, j'entends, passer par le site ou bien acheter en bibliothèque? En plus avantageux pour le lecteur? Pour Pour, tout le monde en fait, pour tout le monde. C'était une question assez Alors, générale. bon. Ouais, alors, en fait, il y en aura forcément un qui est lésé, on va dire. Pour le lecteur, le plus judicieux, c'est d'aller en librairie, sur les salons. Parce qu'en fait, il commande, même si la librairie doit commander, il ne payera pas les frais de port. Voilà.
c'est la maison d'édition qui prend en charge les frais de port. Souvent, une petite partie par le libraire aussi. Ça dépend aussi de la taille de la structure des libraires. Mais en général, quand il y a une commande comme ça, le lecteur en librairie ne paiera pas les frais de port. Sur les salons non plus, évidemment. Donc, voilà, je dirais que pour le lecteur, c'est le plus avantageux. Pour l'éditeur, ou alors de passer par la commande du grand géant Amazon où il n'y a pas les frais de port, quoi. Quand c'est vendu par Amazon, où il n'y a pas les frais de port. Voilà. Pour l'éditeur, le plus avantageux en général reste de lui acheter sur le site, mais ça veut dire frais de port. Ou sur les salons. Mais c'est pareil, on va pas tout le temps sur les salons non plus, il n'y en a pas non plus donc ça. Voilà. Mais le plus avantageux en général, c'est quand il n'y a pas d'intermédiaire, parce que le prix du livre revient totalement à l'éditeur qui ensuite touche plus. Excuse-moi. Lucas, est-ce que tu pourrais te mute, s'il te plaît? Mais je suis mute. Ah non. Non, pas du tout. Non, mais je me démute pour parler et après je me remute. Là, je suis mute. Alors, on a entendu ton clavier. Écoute. Bon, écoute, je mute manuellement via Discord. Attends, bouge pas. Hop, là. Désolé. Ah ouais, c'est bon. Désolé, tu peux reprendre. Mais voilà, effectivement, donc du coup, pour revenir à la question, pour l'éditeur, pour donner un exemple, pour un éditeur qui vend via Amazon, Amazon prend 50% sur le prix du livre. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ils gèrent l'expédition, ils gèrent les stocks, et voilà. Donc forcément, et en plus, ils gèrent les frais de port, puisque l'éditeur n'expédie pas, en fait, ils ont un stock sur place. Donc par exemple, effectivement, commander sur Amazon, mais si c'est expédié par Amazon, c'est très avantageux pour le lecteur, parce qu'il le reçoit chez lui dans sa boîte aux lettres le lendemain ou le surlendemain, sans avoir déboursé les moindres frais de port, ou c'est peut-être 1 centime, je crois. Là où l'éditeur, du coup, il y a 50% du prix du livre qui est bouffé par Amazon. Voilà. Alors que sur Salon, en général, il récupère le prix total du livre, sauf si c'est l'organisateur qui encaisse et qui reverse ensuite à l'éditeur. Mais dans tous les cas, souvent, c'est le site internet qui est le plus avantageux. D'accord, super. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. De rien. Je laisse ma place aux autres du coup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Esme? Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour. 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 Une question. Est-ce que vous avez l'intention de distribuer à l'international? Alors, pour l'instant, à l'international, j'envoie les romans commandés à l'international. C'est même moins cher d'envoyer à l'international que d'envoyer en national en France. Oui, bien sûr. Voilà. À plus grande échelle? Oui. Ouais. Pour l'instant. Dans quel pays vous distribuez? Là actuellement un petit peu partout, hein. J'en vois régulièrement en Belgique, en Suisse. C'est parce que après c'est les principaux. J'ai jamais trop eu à envoyer ailleurs, mais en général voilà, si les commandes à l'international sont pas, enfin j'envoie quoi, il n'y a pas de souci. Je calcule juste les frais de port en fonction, mais voilà, c'est pas un problème. Après à grande échelle, le but c'est déjà plus de marcher en France. Voilà, ici ce sera déjà mieux. Et puis après, effectivement, si on peut développer plus à l'international, on peut. Mais voilà, on peut commander et être livré à l'international. De toute façon, c'est quelque chose qui va être aussi amené à évoluer, dans le sens où les 2 prochaines auteurs qui sont publiés au sein de la maison d'édition, il y en a une qui est belge et il y en a une qui est au Canada. Donc voilà. Il y en a 2 belges, si je peux me permettre. Oui, mais pour l'instant, toi, tu es en France, donc du coup, voilà. Cindy Teston, elle est actuellement en Belgique, et effectivement, Mylène Moreau, donc qui sera publiée aussi fin d'année, elle habite à Montréal, donc voilà, on a forcément aussi
tendance à se développer dans ce sens-là, quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette conférence. Elle est très Je vous intéressante. en prie. Et ça fait très peu de temps que je vous connais. Alors, vous avez des livres assez intéressants quand même. D'accord, bah, merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser? Personne d'autre? Non, Bon. il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé à parler en même temps qu'Esmé, mais je suis pas sûre. Ah, peut-être. Si c'est le cas, Oui, je crois que c'était moi. vas-y, Ah, vas-y, d'accord. Greenbook. Mais ma connexion bug un peu par moment, donc voilà. D'accord. Oui, donc j'avais une question. C'était si on compte publier, est-ce que c'est pas recommandé ou est-ce que ça peut se faire de demander à une édition dans une petite maison d'édition comme les éditions de la Caravelle ou autre. Et puis, par exemple, Amazon propose un service qui est bien, mais après, il y a certaines conditions, il faut le vouloir. C'est un service d'auto-édition qui est assez intéressant pour les débuts, mais après, il faut bien tout regarder et tout. Et je voulais savoir si c'était pas recommandé ou si ça pouvait se faire ou pas, ce genre de Alors, démarche. parce que par rapport à la plateforme KDP, C'est ça. c'est ça? Ouais. Bah, ça dépend dans quel sens, en fait. Si la publication via KDP a été faite avant, Oui. c'est envisageable après de repartir sur une petite édition. Le risque est que si l'auteur a déjà vendu énormément de romans, derrière, je pense personnellement que c'est pas forcément dans son intérêt de partir sur une petite maison d'édition. Ah oui, je vois. Voilà, parce qu'en fait, au final, un auteur qui a beaucoup vendu en auto-édition, bon, je pense qu'il faut en vendre vraiment pas mal, mais pour moi, un auteur qui a vraiment beaucoup vendu en auto-édition, il s'est fait sa communauté, il s'est fait... voilà, c'est des personnes qui ont déjà acheté, qui ont déjà lu, donc il a un lectorat qui est déjà défini. Et derrière, repartir dans une petite maison d'édition avec des droits moins importants pour recommencer tout le travail, parce que la maison d'édition va devoir refaire une correction, sûrement refaire une couverture, etc. Pour un roman qui a déjà eu du succès, par exemple, c'est pas forcément avantageux ni pour l'auteur, ni pour la maison d'édition. Après, pour la suite, pour un autre roman, ça peut être effectivement pas mal de passer de l'auto-édition à la maison d'édition. Dans le sens inverse, en fait, il suffit d'arriver à la fin de votre contrat. Si par exemple vous êtes passé par la maison d'édition, finalement l'auto-édition vous tente plus, il y a des choses plus intéressantes pour vous. Attendre la fin de votre contrat. Avant la fin du contrat, parce que souvent c'est des contrats qui sont renouvelables, donc sur des périodes courtes mais renouvelables automatiquement. Si l'un des deux parties n'a pas envoyé un recommandé pour dire finalement je veux arrêter mon contrat là. Si ça s'est fait, après votre contrat il est rompu et vous allez en auto-édition sans problème. Après, il est toujours possible aussi de discuter avec votre éditeur si vous vous sentez pas forcément bien au sein de la maison d'édition ou si vous avez envie d'autre chose, si vous vous êtes rendu compte que c'était pas quelque chose qui vous correspondait. C'est aussi possible d'en discuter avec l'éditeur. Certains font la rupture. J'ai encore jamais eu le cas et je pense que c'est quelque chose qui s'étudie. J'exclus pas, effectivement, si un auteur veut casser son contrat avant la fin, pour des raisons particulières, d'en discuter avec lui, trouver un accord, trouver un arrangement et puis le libérer de son contrat. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est des choses dont il faut être capable de discuter avec son éditeur. D'accord. Ben, merci de la réponse. De rien, j'espère que ça a répondu à peu près. Non, ça a très bien répondu, merci beaucoup. C'est une super conférence. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Pardon. Pas de souci. J'ai cru entendre un début de voix.
Non, je pense qu'on arrive, on arrive au bout. Ça y est. Non, effectivement, ouais. Et ben du coup, c'est sur la question de Screenbook Planet qu'on va conclure cette conférence. Merci à tous d'y avoir assisté et merci à vous trois de l'avoir proposé. Ben, merci pour cette conférence. Bah, C'était de rien. très- Ouais, c'était super intéressant. Ben, à la prochaine. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site, à poser des questions si d'autres vous viennent à l'esprit après, que ce soit sur notre page Facebook ou via la rubrique contact de la maison d'édition. Voilà, n'hésitez pas. Et je précise qu'il y aura même heure, même endroit demain, une autre conférence que Teriki pourra vous présenter tout de suite. Effectivement, donc c'est une question, enfin n'importe quoi, c'est une conférence de SEMA Édition, un de nos autres partenaires, sur le sujet du rapport de la littérature à l'image et au son à une époque audiovisuelle, et qui sera avec Michael Skounians, donc éditeur de SEMA, et Dafke Travis, qui a notamment écrit Wild Dandy Boy, excusez-moi. Donc si cela vous intéresse, venez nombreux.